Je m'appelle Grace Holloway. Le jour où je suis entré au tribunal, il m'a regardé comme si je n'étais rien. Mon ex-mari, Nathan Whitmore, avocat réputé issu d'une famille prestigieuse, était assis là, un sourire suffisant, convaincu que ce divorce n'était qu'une formalité pour réclamer ce qui restait de moi. Ce qu'il ignorait, c'est que le juge tenait un dossier que j'avais déposé le matin même. Un dossier qui allait anéantir toutes les hypothèses, toutes les performances qu'il avait soigneusement mises en scène ces 3 dernières années. Avez-vous déjà été sous-estimé au point de croire que vous n'oseriez jamais riposter? Si cette histoire vous parle, aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous, car je vais vous raconter comment un enseignant ordinaire a été transformé en pion, puis s'est levé pour renverser la situation. J'ai rencontré Nathan un après-midi de début d'automne, alors que l'air de Denver devenait vif et que les feuilles commençaient à jaunir sur les trottoirs. Je n'avais pas prévu d'assister au séminaire et au forum sur le droit de l'éducation organisé par le district, mais ma collègue Jenna était ravie. Elle a dit, « Allez, tu trouveras peut-être quelque chose qui inspirera tes étudiants. » Je l'ai suivi à contre-cœur, carnet à la main, prête à décompresser. Nathan est monté sur scène au milieu du programme. Il n'a pas eu besoin de toucher le micro ni de faire une introduction. La salle, près d'une centaine de personnes, s'est tue dès qu'il a parlé. Calme, chaleureux, assuré. J'ai scruté l'écran à la recherche de son nom. Nathan Whitmore, associé fondateur de Whitmore & Finch LLP, l'un des cabinets d'avocats les mieux classés du Colorado, figurait dans le classement Forbes local des meilleurs avocats de moins de 35 ans à suivre. Je me souviens avoir chuchoté à Jenna, le genre de type qui entre dans une pièce et le bruit disparaît. Elle a ri. J'ignorais alors que Nathan avait scruté la foule et que son regard s'était arrêté sur moi. Après le séminaire, nous nous sommes croisés au café. J'avais du mal à refermer ma tasse lorsqu'il s'est approché et a souri. Laissez-moi deviner. Professeur. J'ai cligné des yeux. Comment le savez-vous? Il a haussé les épaules. Ta façon de prendre des notes, ta façon d'incliner la tête pour écouter, me rappelle mon professeur de lycée. Ce simple commentaire a déclenché une conversation qui a duré près d'1 heure. Nathan m'a posé des questions sur mes élèves, sur l'histoire américaine, et m'a demandé si je pensais que les enfants d'aujourd'hui méconnaissaient le passé. Je me souviens avoir parlé avec passion, ce que je faisais rarement avec des inconnus. Quand j'ai marqué une pause, un peu gêné de divaguer, il a souri et m'a dit, « J'aime ta façon de voir l'histoire comme des personnages réels, pas comme des dates et des guerres. » Après ça, il m'a envoyé des SMS, puis des rendez-vous café, puis de longues soirées à la librairie. Des messages matinaux qui disaient « Bonne journée. Mon prof d'histoire préféré. » Et des bouquets déposés à la porte de la salle des profs. Je me disais, je n'ai pas ma place dans son monde. Il vivait dans une cité des Highlands. Je louais un appartement délabré près des voies ferrées. Mais Nathan ne m'a jamais fait me sentir petite. Il m'a dit, j'ai toute une maison, mais tu es la chaleur que je ressens quand je rentre. 6 mois plus tard, il s'agenouillait au milieu de la cour de l'école juste après la remise des diplômes, sous le regard médusé de mes élèves et collègues. Une petite bague, suffisamment brillante pour accrocher le soleil, reposait dans sa paume ouverte. « Je ne veux pas que tu enseignes l'histoire, dit-il. Je veux que nous écrivions un avenir. » Je pleurais. J'acquiesçais. J'ai hurlé d'excitation. Et moi, simple professeur d'histoire, je croyais être entré dans un conte de fées. Après le mariage, la vie semblait un rêve. J'ai emménagé chez lui, mur en briques apparentes, une vraie cheminée, un piano que sa mère utilisait. Il m'a acheté une nouvelle voiture parce qu'on ne peut pas venir à l'école avec cette tondeuse à gazon sur roues. J'ai arrêté d'enseigner, m'a dit Nathan. Tu as assez donné à tes élèves. Il est temps de vivre pour toi. J'ai commencé à apprendre à cuisiner, à m'essayer à la composition florale, à participer à des déjeuners de charité organisés par sa mère. Partout où j'allais, on me présentait comme Grace, la femme de Nathan Whitmore, enceinte. Les gens souriaient poliment, mais leur regard était toujours curieux, comme s'ils cherchaient à comprendre pourquoi quelqu'un comme lui avait choisi quelqu'un comme moi. Mais je pensais que c'était peut-être juste mon manque d'assurance. Nathan était toujours gentil en public. Il plaisantait avec ses amis. Grace est la seule à pouvoir me faire poser mon téléphone. Il riait. Je rougissais. Il me serrait la main sous la table, mais peu à peu, les taquineries devenaient plus vives. Tu poses vraiment des questions naïves et mignonnes. Pourquoi lis-tu des rapports financiers? Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Ce soir,
il n'y a que des avocats. Sourire poliment et ne pose pas de questions gênantes. Bon. Je n'arrêtais pas de me répéter que les hommes qui réussissent sont occupés. Un peu de contrôle est normal tant qu'ils m'aiment. Mais peut-être avais-je tout mal compris dès la première ligne de l'histoire. Parce que toute cette douceur du début n'était que la première ébauche d'un contrat que j'ignorais qu'on me poussait à signer. Une fois que je suis officiellement devenu Madame Nathan Whitmore, le monde autour de moi a changé de couleur. Je n'étais plus la prof d'histoire du lycée. J'étais Madame Whitmore. Au premier rang des collectes de fonds, mon nom imprimé sur les invitations aux soirées d'affaires exclusives de Denver, décrites par les médias locaux comme gracieuses, raffinées et parfaitement assorties à un homme de la stature de Nathan. Au début, c'était étrange, mais pas désagréable. Je me disais que je m'adaptais simplement à une nouvelle vie. Pendant notre lune de miel à Napa, Nathan m'a dit, « Tu n'as pas besoin de retourner à l'école. Tu as fait ta part pour ces enfants. C'est le moment de respirer, de dormir après 6 heures du matin pour une fois. » J'ai ri. Je pensais que c'était un privilège. Puis il a ajouté, « Tu n'as pas de chance? Tu as passé ta vie à travailler pour les autres. Laisse-moi m'occuper de toi maintenant. » À l'époque, je pensais que c'était ça, l'amour. Nous avons ouvert un compte bancaire commun. Nathan m'a dit que ce serait plus facile à gérer. Il m'a tendu une carte supplémentaire, mais toutes les transactions importantes devaient être approuvées via son téléphone. Il a dit que c'était une mesure de sécurité bancaire. Et je l'ai cru. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je n'étais pas une grande consommatrice. Je n'aimais pas les marques de luxe. Mais quand j'ai essayé de m'inscrire à un cours d'écriture créative en ligne, Nathan a bloqué. Pourquoi as-tu besoin de ça? Pour publier un roman? Il a souri faiblement, mais son regard n'était plus doux. J'ai hésité. Je veux juste m'occuper. Tu pourrais aider ma mère à préparer l'événement caritatif? Elle a dit, tu es doué pour les tables dressées. J'ai essayé d'être fier qu'on me confie des responsabilités, mais au fond, j'avais l'impression de devenir une femme que je n'avais jamais choisi d'être. Jour après jour, je me sentais rapetissé. Nathan a arrêté de me demander mon avis. Il a commencé à me donner des ordres polis. On a des clients ce soir. Ne porte pas ça. Robe bleue. Un peu écolière. Pas besoin de beaucoup parler à la fête. Tout le monde là-bas est beau-frère. Tu es toujours en contact avec ton ami prof. Elle ne comprend plus vraiment ta vie. Chaque commentaire était comme une piqûre d'épingle. Pas de sang, mais avec le temps, une blessure dont je ne savais pas comment remonter à son origine. Un jour, je lui ai dit que je voulais rendre visite à une ancienne étudiante lors du vernissage d'une galerie d'art à laquelle elle m'avait invité. Nathan a levé les yeux de son ordinateur portable. Ni en colère, ni fort, il a dit doucement. Grace, tu crois vraiment que visiter une petite galerie à East Denver va impressionner qui que ce soit? Tu es ma femme. Tu peux faire mieux. Je me suis détourné, essayant de cacher le flou soudain dans mon regard. Chaque matin, je commençais à me réveiller avec une étrange oppression dans la poitrine, comme si quelqu'un construisait un mur invisible autour de moi. Il n'y avait pas d'insultes flagrantes, pas de bleu sur ma peau. Mais intérieurement, j'étais épuisé. Chaque fois que je disais que je me sentais seul, Nathan me prenait dans ses bras et murmurait, « Je suis là. » Que demander de plus? Et je m'en voulais. J'ai un mari qui réussit, une belle maison, aucun souci financier. Alors pourquoi suis-je triste? Ce doit être ma faute. Mais ce qui m'aveuglait, ce n'était pas la maison ni la bague étincelante. C'était le contrôle subtil de Nathan. Il ne forçait jamais. Il suggérait. Il me protégeait des ennuis. Il proposait de meilleures options. Et moi, autrefois une enseignante sûre d'elle, capable de motiver même les élèves les plus turbulents, je suis restée silencieuse lorsque l'employé de banque lui a demandé son accord. Même si c'était moi qui essayais de retirer de l'argent de notre compte commun, mes amis ont peu à peu disparu, non pas parce que je les avais coupés, mais parce qu'à chaque fois que nous prévoyions quelque chose, Nathan avait toujours quelque chose de plus important qui me faisait annuler. Tu envoies encore des SMS à cette enseignante noire de l'année dernière? Il m'a demandé un jour, elle n'a pas sa place dans les réunions juridiques. Tu devrais reconsidérer ta décision. Et j'ai lentement effacé chaque contact, non pas parce que je voulais m'en débarrasser, mais parce que je commençais à croire qu'ils n'avaient vraiment pas leur place dans ma nouvelle vie. Avec le recul,
j'ai réalisé que Nathan ne m'avait pas piégé avec des murs ou des cadenas. Il m'a ensorcelé de gratitude, mêlé de doux compliments qui me rappelaient subtilement, j'avais de la chance qu'il m'ait choisi. Et le pire, c'est que j'y croyais. J'y croyais tellement que j'ai commencé à douter de moi-même. Je pensais n'avoir plus rien sur quoi m'appuyer si Nathan s'en allait un jour. Je ne savais pas quand je m'étais perdu. Je me souviens seulement qu'un matin, en me regardant dans le miroir, je me suis demandé, qui est cette femme? Et si je disparaissais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un le remarquerait? J'ai trouvé la lettre par un après-midi légèrement pluvieux, alors que je décidais de vider le débarras de la propriété, car il n'y avait tout simplement rien d'autre à faire. Nathan était en voyage d'affaires et la maison me semblait trop grande, trop vide. J'ai erré de pièce en pièce jusqu'à m'arrêter devant la porte en bois qui menait au sous-sol. La clé était toujours dans le petit tiroir de la cuisine où il avait dit un jour, ce sont des vieux trucs de ma mère. Ne t'inquiète pas, je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, j'ai ressenti une soudaine envie de l'ouvrir. Peut-être cherchais-je quelque chose à quoi m'accrocher, quelque chose pour m'empêcher de disparaître de ma propre vie. Papier et bois pourris emplissaient l'espace d'une odeur lourde. De grandes boîtes en carton étaient scellées avec du ruban adhésif épais. Je les ouvris une à une. Vieux livres, écharpes en laine, cadres photos décolorés, jusqu'à ce que je tombe sur une petite boîte en fer blanc enveloppée dans une pochette en velours violet foncé. Elle n'était pas verrouillée, il suffisait juste de la tourner délicatement. À l'intérieur se trouvait une enveloppe jaunie, au coin gondolée par le temps, écrite à l'encre violette délicate mais ferme. Les mots manuscrits s'adressaient à ma fille, Grace Eleanor Holloway. Mon cœur battait la chamade comme si quelqu'un frappait à la porte. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant, mais il résonnait d'une profonde familiarité qui me glaça. Les mains tremblantes, je l'ouvris et en sortis 3 pages manuscrites. Ma très chère Grace, si tu lis cette lettre, c'est que la vérité a enfin retrouvé son chemin vers toi. Je suis Eleanor Holloway. Je ne t'ai jamais abandonné. Ils t'ont prise à moi et m'ont prise à toi. Mais j'ai toujours cru qu'un jour tu le saurais. Tu n'as jamais été un enfant sans nom. Tu étais ma seule lumière. Je me suis laissé tomber sur le parquet froid, les yeux rivés sur les mots. Craignant qu'un clignement des yeux ne fasse tout disparaître comme un rêve. J'ai autrefois fait confiance à quelqu'un que j'aimais. Mais l'amour, face à la cupidité, devient la chose la plus cruelle. Alors que j'étais enceinte de toi, j'ai choisi de me retirer du monde des affaires et de créer un fonds d'investissement privé, le Holloway Legacy Trust. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que cette décision ferait de moi une menace pour ceux qui m'appelaient autrefois partenaire. L'accident s'est produit 2 mois après ta naissance. Les médias ont parlé d'un crash d'avion, mais je savais que c'était une mise en scène. Heureusement, un ami proche a réussi à te faire sortir de la ville. Ton identité avait été complètement changée pour te protéger, mais ils n'ont pas pu récupérer la garde, et tu as grandi sans savoir qui tu étais. J'ai plié la lettre, les mains tremblantes si fort que j'avais du mal à la maintenir en place. J'étais la fille biologique d'une femme qui dirigeait autrefois l'un des fonds d'investissement les plus respectés de la côte ouest. Une femme dont j'avais vu le nom dans de vieux articles sans jamais faire le lien. Eleanor Holloway, le nom autrefois associé à des affaires importantes avant sa disparition dans un accident d'avion en 1994. J'avais l'impression d'être entre 2 mondes. Celui dans lequel j'avais vécu, petit, étroitement contrôlé, où je devais constamment prouver ma valeur, et celui auquel j'avais appartenu sans jamais le savoir. Ce soir-là, je me suis rendu à la bibliothèque municipale. J'ai épluché des archives, des journaux d'il y a 30 ans, des articles sur Eleanor, des rumeurs sur le crash. C'est alors que j'ai trouvé mon premier indice, un article de 1995 affirmant que le Holloway Legacy Trust avait été gelé parce que l'héritier légal était porté disparu ou non identifié. J'ai lu et relu cette phrase. J'ai commencé à chercher un avocat, pas un avocat spécialisé en divorce, mais quelqu'un qui comprenait le droit des fiducies, la protection des actifs et, surtout, comment une personne à l'identité cachée pouvait récupérer un héritage volé. J'ai retrouvé Harold Green, un avocat retraité vivant à Santa Fe qui avait travaillé pour la fondation Hall avant sa dissolution. Je lui ai envoyé une copie de la lettre, quelques vieilles photos de moi enfant, et lui ai demandé, serais-je la personne qu'il recherchait? Harold n'a pas répondu immédiatement. Une semaine plus tard, il m'a appelé. Mademoiselle Holloway, si tout ce que vous m'avez dit est vrai, alors non seulement vous êtes l'héritière légitime de ce trust de 40 millions de dollars, mais vous pourriez aussi avoir des raisons de demander une enquête approfondie sur les actifs dissimulés après la mort de votre mère. Je ne savais pas quoi dire.
Je suis resté assise en silence pendant des heures après cet appel, serrant la lettre contre ma poitrine comme si je pouvais enfin toucher la mère que je n'avais jamais rencontrée. La question qui me hantait n'était pas « Combien vais-je toucher ?» Si ma mère a tout sacrifié pour protéger ma vie, ai-je maintenant le courage de la vivre pleinement et de protéger ce qu'elle a laissé derrière elle? Cette nuit-là, le vent s'est levé. Les branches des arbres claquaient doucement contre la fenêtre du 2e étage, brouillant le bruit de ma respiration. J'étais seul dans mon petit bureau, celui que Nathan m'avait dit de décorer comme je le voulais, à condition qu'il ne paraisse pas trop encombré de livres. Sur le bureau se trouvaient les documents du Holo Legacy Trust que j'avais imprimés après des heures de fouilles. Sous la lampe de bureau, le texte paraissait pâle, non pas à cause de l'encre de mauvaise qualité, mais parce que mes mains tremblaient. Je tenais une tasse de thé pleine que je n'avais pas touchée. J'allais quitter la pièce et me coucher. Quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir, Nathan était rentré. Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Presque 1h du matin. Il avait dit qu'il avait une réunion avec des clients de l'extérieur et qu'il pourrait être absent ce soir. Mais il était là en bas, ses chaussures claquant légèrement sur le parquet, comme s'il ne voulait pas qu'on sache qu'il était de retour. Je m'avançai dans le couloir, sur le point d'appeler, mais je m'arrêtai en voyant la faible lumière qui brillait dans la salle à manger. C'était l'endroit où nous déposions habituellement dossiers et effets personnels après une nuit blanche. Puis j'ai entendu sa voix. Basse, calme, mais chaque mot était clair comme de l'eau de roche. En plus, elle ne sait rien. Grace se prend encore pour une enseignante tombée dans le piège des riches. Toujours reconnaissante. J'ai fait modifier le contrat de mariage en communauté de biens. Elle a signé sans le lire attentivement. Une fois tout cela réglé, je serai légalement propriétaire du terrain qui est à son nom, celui qu'elle considère comme peu précieux. Elle croit toujours que je l'ai épousée par amour. Un rire discret a suivi, plus froid que le vent dehors. Je me suis collé à la rambarde, mon cœur battant comme des tambours de guerre dans ma poitrine. La voix de Nathan s'est ralentie, plus aiguë maintenant. Sais-tu combien vaut vraiment ce terrain? Intact, pile dans la zone du nouveau projet d'énergie renouvelable dans l'Ouest. Et elle est assez naïve pour ignorer que la fiducie de sa mère détenait autrefois des parts importantes dans la société d'études géologiques. Je me suis couverte la bouche pour retenir ma respiration. Il y eut un silence, puis un autre rire de Nathan. Ne t'inquiète pas, Ashley. Le plan est toujours en cours. Une fois qu'elle aura signé les papiers du divorce, tout sera à nous. Ma gorge se serra comme si on la serrait de l'intérieur. J'ai dû m'agripper au mur pour ne pas m'effondrer. Ma meilleure amie de fac, la femme qui avait couché chez moi des dizaines de fois, celle qui avait pleuré dans mes bras lors de son second divorce, celle qui avait dit un jour « Nathan est une bénédiction rare dans ta vie ». Je reculais pas à pas, les jambes en apesanteur. Dans mon esprit, les souvenirs se déchirèrent et se réorganisèrent en une seule vérité terrifiante. Ils avaient planifié tout ça ensemble. Je me souvenais de la fête d'anniversaire de l'année dernière, quand Ashley avait accidentellement renversé du vin sur mon chemisier et avait insisté pour m'aider à me changer à l'étage, pour finalement rester seul en bas avec Nathan bien trop longtemps. Je me souvenais des regards qu'ils échangeaient, non pas explicites, mais subtils, calculés, enveloppés du manteau de la coïncidence. Je l'avais vu. Je l'avais senti, mais je n'avais pas voulu y croire. La voix de Nathan continua. Elle est trop douce. Il me suffisait de jouer les maris attentionnés, puis d'orienter lentement les décisions. Je n'avais pas besoin de pousser, juste de pousser, et elle faisait le reste. Je retournais dans la chambre, chaque pas comme si je marchais sur du verre brisé. Chaque mot qu'il prononçait était tranchant comme une lame, non pas tranchante, mais profondément tranchante, me donnant l'impression d'être une idiote. Dans le miroir, mon visage était pâle, les yeux écarquillés et figés. Je pressais une main contre ma poitrine, là où mon cœur battait fort comme s'il essayait de s'échapper de mon corps. J'ouvris le tiroir, sortis le dossier de confiance du couloir et commençai à écrire une liste. Le nom de la société d'études géologiques dans laquelle ma mère avait investi, l'identification de la parcelle de terrain à mon nom, la date du contrat de mariage et tous les documents modifiés, le nom d'Ashley et chacune de ses visites nocturnes. J'ai écrit sans hésiter, car si d'autres avaient écrit mon histoire pour moi auparavant, j'ai compris que je devais reprendre la plume. Je n'ai pas réagi ce soir-là, je n'ai pas appelé d'avocat, je n'ai pas confronté Nathan, je l'ai laissé continuer à jouer les maris attentionnés. Ah! Pendant que je me préparais tranquillement pour l'acte final. Le lendemain matin, je me suis levé tôt comme d'habitude, j'ai préparé du café,
disposait des pâtisseries sur de la porcelaine blanche et j'ai souri lorsqu'il est entré dans la cuisine et m'a embrassé la joue. Nathan n'a jamais remarqué que mes yeux n'étaient plus les mêmes. Tout a commencé par un rendez-vous silencieux. Ce soir-là, alors que Nathan rencontrait un client, j'ai pris un Uber pour un petit cabinet d'avocats à Capitol Hill. La femme que j'étais venu consulter était Sophia Langlais, une avocate indépendante qui travaillait auparavant pour Estate Succession Advisory au Texas. Elle était spécialisée dans les biens anonymes ou perdus liés au changement d'identité. Sophia avait la quarantaine, le regard perçant et direct. J'ai lu la lettre de ta mère. Chaque ligne d'écriture correspond aux signatures archivées d'Eleanor Holloway. Tu te rends compte que cela pourrait démanteler une fiducie gelée depuis 1995. Je ne suis pas venu pour récupérer de l'argent, ai-je dit. Je suis venu pour me récupérer et pour empêcher un homme qui ment de prendre quoi que ce soit d'autre. Sophia a plissé les yeux tandis que je lui exposais toute la stratégie de divorce de Nathan. As-tu des preuves? J'ai un enregistrement vocal et j'ai conservé des traces des fois où il a modifié des documents juridiques. Ensuite, il te faudra 3 choses, un expert en traçage de patrimoine, un journaliste d'investigation et un détective privé qui sait se taire. La première personne que j'ai contactée était Caleb Monroe, un ancien journaliste d'investigation du Ledger, aujourd'hui pigiste. Je l'ai trouvé grâce à un forum spécialisé sur les affaires d'héritage caché. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de la bibliothèque publique. Caleb a parcouru le dossier que j'avais apporté, puis a levé les yeux. Si vous avez raison, votre mère détenait des participations indirectes dans 3 sociétés minières par l'intermédiaire d'intermédiaires. Si le Holloway Trust opère toujours discrètement par l'intermédiaire de ses filiales, la valeur des actifs ne s'élève pas à seulement 40 millions, comme l'indiquent les documents originaux. Alors, pouvez-vous m'aider à retrouver les comptes actifs si vous me donnez 2 semaines et l'accès aux documents financiers préliminaires? Je vous fournirai une carte complète, y compris ceux de Nathan Zing. Mais, Caleb, il faut que tout cela reste secret. Madame Holloway, dit-il avec un léger sourire. J'ai un jour traqué un homme politique pendant 6 mois et sa femme n'a rien soupçonné. Croyez-moi, je sais garder les choses secrètes. La 3e personne que j'ai contactée était Marjorie Kane, une détective privée d'une 60aine d'années, ancienne inspecteur des homicides à Boulder. Elle a pris sa retraite après un accident, mais a continué à traiter des affaires qui sentaient l'argent et la trahison. Elle a lu la lettre de ma mère, écouté l'enregistrement de Nathan, passé en revue l'historique de ses messages avec Ashley pendant que j'attendais en silence, me préparant à son verdict. Marjorie posa une question. Voulez-vous que ces preuves soient suffisamment solides pour le tribunal ou suffisamment solides pour qu'il ne puisse pas les nier, même à lui-même? Les deux? Dis-je, la voix ne tremblant plus comme avant. Elle hocha la tête. Je vais filer Ashley. Qu'ils croient qu'ils ont encore toutes les cartes en main. Les semaines qui suivirent, je vécus comme une femme à 2 visages. Le jour, j'assistais au cocktail de ma belle-mère, j'étais assise aux côtés de Nathan lors des dîners avec des clients, je souriais à Ashley lorsqu'elle passait. Le soir, je lisais les nouvelles de Caleb concernant les actions anonymes, les comptes étrangers que ma mère avait ouverts un jour. J'ai signé une autorisation légale avec Sophia pour demander au tribunal fédéral de Denver la réouverture du dossier d'héritage d'Eleanor Holloway. J'ai relu le contrat de mariage que Nathan m'avait fait signer 3 ans plus tôt et j'ai repéré les amendements habilement enfouis dans des clauses juridiques qui, si je n'avais pas été scruté, seraient passées inaperçues, car elles transféraient les terres de ma mère au patrimoine matrimonial. J'ai marqué chaque section, noté chaque date qu'il m'a demandé de signer, et je savais que Nathan l'avait découvert, peut-être pas dès le début, mais suffisamment tôt pour comploter. Plus je lisais, plus la fureur qui m'envahissait devenait froide. Non pas parce que j'avais été trahi, mais parce que j'avais été sous-estimé. Il pensait que je n'étais pas assez intelligente pour lire les petits caractères. Il pensait que je n'étais pas assez alerte pour saisir la façon dont il parlait à Ashley. Alors, j'ai commencé à rassembler chaque morceau pour reconstruire la vérité. La salle d'audience 4 du palais de justice du comté de Denver était inhabituellement bondée ce matin-là. Pas de journalistes, pas de caméras, mais toutes les places de la galerie étaient occupées. En partie à cause de la réputation de Nathan Whitmore, et en partie parce que les gens sentaient que ce ne serait pas une audience de divorce classique. J'étais assise bien droite à la table de droite, vêtue d'un tailleur gris clair. Pas les robes fluides des associations caritatives, pas le chemisier de créateur que Nathan choisissait autrefois pour ses réunions avec ses confrères. J'avais choisi ce tailleur parce qu'il me mettait en valeur. Nathan est entré 5 minutes après moi. Il était entouré de 2 avocats,
dont Gerald Knox, associé principal du cabinet que Nathan avait cofondé. Il semblait tout droit sorti d'une couverture de magazine, costume sur mesure, cravate en soie parfaitement nouée, la posture ferme et assurée. Le regard de Nathan me parcourut, calme, presque compatissant. Il pinça les lèvres et hocha légèrement la tête, comme pour dire, je ferai en sorte que cela soit le moins douloureux possible. La juge Louise Méric, connue pour sa discipline, sa dureté et sa tolérance zéro pour les disputes acides, présidait l'audience. Elle ouvrit la séance d'une voix solennelle. Nous sommes ici aujourd'hui pour régler le divorce entre la requérante, Madame Grace Whitmore, et le défendeur, Monsieur Nathan Whitmore. J'ai examiné les documents provisoires et reçu des documents supplémentaires ce matin. Avant de discuter du partage des biens, je dois confirmer l'identité légale du requérant. Nathan se pencha légèrement et échangea un rapide coup d'œil avec Gerald. Le juge poursuivit, Madame Grace Whitmore, sur la base des documents vérifiés par le Bureau de surveillance des actifs de l'État du Colorado, d'un certificat de naissance complémentaire, d'une vérification graphologique et des documents juridiques du Holloway Trust, est confirmé comme étant Grace Eleanor Holloway, fille unique et héritière légale de la défunte femme d'affaires Eleanor Holloway. La valeur actuelle des actifs liés au Eleanor Legacy Holdings Trust est estimée à environ 47 millions de dollars. Un silence s'abattit sur la salle d'audience. J'entendis distinctement le bruit de papier tombant des mains de l'un des avocats de Nathan. Et Nathan, lui, se figea. Son visage pâlit quelques secondes, puis reprit rapidement un air de calme artificiel. Il adressa un léger signe de tête à Gerald, mais agrippa le bord de la table, les mains crispées. Le juge se tourna vers mon avocate, Sophia Langlais. Mademoiselle Langlais, avez-vous des déclarations supplémentaires? Sophia rose, une pile de documents soigneusement rognés à la main. Votre honneur, nous présentons la preuve que Monsieur Nathan Whitmore s'est livré à des actes frauduleux pendant le mariage, notamment en modifiant les clauses du contrat de mariage. Sans en informer le requérant, utilisant des informations privilégiées pour convertir des biens propres en biens matrimoniaux et dissimulant délibérément la valeur réelle de l'héritage de Madame Grace Holloway. Je n'avais aucune connaissance de la valeur des biens de Grace. Tout ce que j'ai fait s'est fait sous le couvert d'un conseil financier et en toute transparence. Sophia ne l'a pas regardé. Elle a sorti une petite clé USB. Celle-ci contient un enregistrement audio entre Monsieur Whitmore et une femme nommée Ashley Keller, actuellement la meilleure amie du requérant et la personne avec laquelle Monsieur Whitmore entretient une liaison extra-conjugale. Dans l'enregistrement, Monsieur Whitmore déclare clairement connaître la valeur réelle du terrain, propriété exclusive de Madame Holloway, et qu'il comptait l'obtenir par le divorce. Le juge a pris la clé et a ordonné sa diffusion sur le système audio interne de la salle d'audience. La salle s'est remplie du son de « Croyez-moi, elle n'en a aucune idée », suivi des mots exacts que j'avais entendus cette nuit pluvieuse des semaines plus tôt. Le visage de Nathan s'est brisé. Il s'est penché vers Gerald, murmurant avec urgence, mais Gerald s'est contenté de serrer la mâchoire. Et resta silencieux. La voix du juge était claire et ferme. Sur la base de l'enregistrement audio, des documents financiers et de l'identité légale vérifiée, je déclare par la présente le contrat prénuptial entre les parties nul et non avenu pour fraude patrimoniale et abus de confiance. Tous les biens provenant de la succession de feu Eleanor Holloway resteront la propriété exclusive de Madame Grace Holloway et ne seront pas soumis au partage matrimonial. Elle poursuivit, concernant les biens acquis pendant le mariage, compte tenu du comportement frauduleux confirmé, le tribunal sursoira à sa décision de répartition jusqu'à la fin de l'enquête criminelle. Le juge marqua une pause, les yeux rivés sur Nathan. Monsieur Whitmore, le tribunal transmet l'intégralité du dossier, y compris les documents falsifiés, les tentatives de manipulation financière et de falsification de biens, au bureau du procureur pour enquête. Il vous est par la présente ordonné de cesser tout accès aux comptes joints, aux biens immobiliers et aux investissements jusqu'à nouvel ordre. L'avocat de Nathan s'est levé pour protester, mais le juge a levé la main. Le tribunal a statué. Toute interférence sera considérée comme une obstruction à l'enquête. Je me suis levé pendant la suspension d'audience. En sortant du tribunal, j'ai vu Nathan se tourner vers moi. Son regard était un tourbillon de choc, de colère et de peur qu'il ne pouvait plus dissimuler. Je m'attendais à ce qu'il m'évite après l'audience. Peut-être qu'il se précipiterait à son appartement, appellerait les relations publiques, appellerait des avocats, ou au moins préserverait un semblant de dignité. Mais en sortant, la lumière du soleil éclairait les marches de pierre et la foule qui se dispersait. Et il était là, debout à côté d'une BMW argentée. Pas de blazer, pas de cravate, un homme tendu par la chaleur,
le visage tiré et vide. Je suis passé devant lui sans un mot. Si tu t'en vas, je ne sais pas ce qu'il me restera, m'a crié Nathan. Je me suis arrêté et me suis retourné lentement. Mon regard a croisé le sien, tel un miroir reflétant tout ce qu'il était autrefois et tout ce qu'il ne pouvait plus être. Il s'est rapproché, la voix rauque. Je sais que j'ai fait une erreur. J'ai perdu le contrôle. Je pensais que si jamais tu voyais ta vraie valeur, tu partirais la première. Et j'avais peur de ça. Le plus tragique, ai-je répondu doucement, ce n'est pas que tu aies eu peur de me perdre, mais que tu ne m'aies jamais vraiment eu. Il a froncé les sourcils. Grace, nous avons des souvenirs qu'on ne peut pas nier. Je ne les nie pas, ai-je interrompu. Je ne les utilise pas pour justifier d'être trompé, manipulé et privé de mon autonomie. Nathan a expiré brusquement, comme s'il essayait de renverser une partie qu'il avait déjà perdue. Grace, tu es plus intelligente que quiconque que j'ai jamais connu. Je me souviens t'avoir écouté parler d'Harriet Tubman et avoir pleuré. Je croyais que si tu n'avais pas ta place dans ce monde, alors personne ne le méritait. Pour qu'il soit plus près de moi. Et pourtant, dis-je en m'approchant, tu as passé 3 ans à me convaincre que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas assez perspicace, assez digne. Tu m'as fait croire que j'avais de la chance que tu m'aies choisi. Nathan, ajoutai-je, tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais l'idée de briser une femme courageuse et de la voir oublier qu'elle l'était. Son visage se crispa. Peut-être, pour la première fois, entendait-il ce qu'il avait fait à travers un prisme qui ne déformait plus la vérité. Alors, rien ne peut sauver ça, demanda-t-il, la voix faible. J'inspirai profondément. L'odeur du vent d'été et des gaz d'échappement se mêlait à l'air. Si ordinaire et pourtant étrangement rassurante. Tu sais quoi, Nathan ? Dis-je, je pensais avoir besoin de ta protection. Je pensais être la plus faible. Pas d'argent, pas de nom, pas de réseau. Je l'ai laissé me regarder, la femme qu'il avait autrefois qualifiée de « faible » dans son plan directeur. Mais j'avais tort. Ce dont j'avais besoin, c'était d'apprendre à me protéger des gens comme toi. Nathan ne dit rien. Il resta immobile, les mains le long du corps. Je me retournai. Et je m'éloignai, le claquement de mes talons sur les marches de pierre comme les dernières mesures d'une symphonie finale. Derrière moi, j'entendis sa voix crier une dernière fois. Course de chevaux, s'il y a une autre vie, je ne me suis pas retourné. Dans cette vie, j'ai appris qui je suis, et je ne dois une seconde chance à personne, car il regrette de s'être fait prendre. J'ai quitté Denver par un dimanche matin brumeux. Pas d'au revoir, pas de publication sur les réseaux sociaux. J'ai conduit ma vieille voiture, la berline 2012 que Nathan m'avait un jour conseillé de remplacer pour ressembler à une vraie femme d'avocat, sur plus de 1600 km jusqu'à Seattle. Le trajet était long, mais jamais pénible, serpentant à travers les virages de l'Idaho, puis les forêts de pins de l'Oregon. Je sentais des morceaux de poids se soulever à chaque virage, comme si le passé s'éloignait un peu plus à chaque kilomètre. Je ne suis pas venu à Seattle pour courir. Je suis venu pour recommencer. Un mois plus tard, je me suis arrêté devant une vieille école nichée derrière une rangée de bâtiments en briques rouges à South Park. Le panneau en bois était patiné par le temps, la peinture était usée. Pelage. Un côté de la clôture contenait toujours un ruban de prudence jaune, un reste d'une effraction passée. L'école s'appelait Bay Ridge Middle School. Il était en vente depuis près de 2 ans en raison de baisses budgétaires. Personne ne voulait investir dans un endroit considéré comme n'avoir pas d'avenir. Je me tenais là pendant longtemps, des doigts reposant sur la porte du fer froid. Ce qui a rempli mon esprit n'était pas des projections financières ou des plans de rénovation. C'était l'image de moi de 12 ans, blotti dans un coin d'une salle de classe, prenant tranquillement des notes parce que personne ne m'a choisi pour le groupe de présentation. C'était le souvenir des enfants étiquetés des fauteurs de troubles qui, avec une personne qui y croyait, ont commencé à changer. J'ai appelé Sophia, puis Caleb. 2 semaines plus tard, je possédais officiellement le bâtiment. Je l'ai renommé Eleanor Academy, non pas pour honorer une mère qui a laissé des millions, mais pour se souvenir d'une femme qui avait été réduite au silence et a quand même choisi de planter de l'espoir pour un avenir qu'elle n'attraperait jamais. Je n'ai pas rouvrir l'école en tant qu'établissement universitaire traditionnel. Je voulais que ce soit un début pour les enfants qui se sentent invisibles pour les femmes ont poussé le silence. Au cours des 3 prochains mois, j'ai utilisé la première série de bénéfices du Holloway Trust pour établir le fonds Qui est Docteur,
un programme d'aide juridique et financier pour les femmes piégées dans des mariages financièrement abusifs. Nous avons embauché des avocats, des coachs d'emploi, des thérapeutes. Pas de bureau haut de gamme. Seules les chambres ensoleillées, les chaises chaudes et le café chaud. Certaines femmes sont venues trop peur de dire leur vrai nom. Certains venaient de quitter les abris. Certains sont arrivés avec des enfants, tremblant comme s'ils s'excusaient d'avoir survécu. Je n'ai pas posé trop de questions. Je leur ai simplement remis un dossier de fichier qui disait « Nous avons le dos. Le reste que vous choisissez ». Au début, il n'y en avait que 3, puis 5, puis 12 ans. Ensuite, j'ai dû faire appel à 2 avocats à temps partiel et à un travailleur d'admission de nuit. Le mot s'est répandu plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. Un journal local appelait pour demander une interview. Il voulait écrire sur le mystérieux héritier à l'Empire Holloway. J'ai décliné. Ensuite je manque la chance de construire une marque. La première cérémonie de remise des diplômes à la Eleanor Academy a eu lieu sur une fin brillante matin de printemps. Je me suis tenu hors de scène dans la cour d'école derrière des rangées de chaises en plastique que les élèves avaient arrangées la veille, saisissant doucement un livret de programme froissé. Une brise a explosé. Les pétales de lilas ont dérivé sur les chaises, atterrissant sur l'épaule d'une mère essuyant les larmes alors que son fils unique s'approchait pour recevoir son diplôme. J'ai écouté Lana Peterson a lu le discours de clôture, l'un des premiers étudiants de notre programme de soutien transitoire, financé par le fonds de Docteur qui est Docteur. Lana avait été complètement silencieuse sa première semaine à l'école. Maintenant, elle se tenait devant plus d'une centaine de personnes, sa voix tremblante mais claire. Mademoiselle Grace nous a dit une fois, il y aura des gens qui essaieront de vous donner un prix, comme si vous étiez quelque chose à être valorisé sur une étagère, mais vous n'avez pas à porter leur étiquette parce que vous seul savez ce que vous valez. J'ai senti ma gorge se resserrer, non pas parce que ces mots étaient à propos de moi, mais parce que je savais que Lana les croyait suffisamment profondément pour les parler maintenant de sa propre voix. Les applaudissements tonnèrent lorsque Lana terminait. Elle s'inclina, les mains tremblantes, puis a démissionné. Je suis allé, j'ai pris son diplôme et je l'ai enveloppé dans un câlin, chuchotant, « Tu as si bien fait ». Lana sourit à travers des larmes. Tu m'as fait sentir que je n'étais pas invisible. Je n'oublierai jamais ça. Sur scène, le microphone était encore. Perdre du temps et de l'argent, qu'une école publique de Randon ne pouvait pas devenir un endroit pour l'espoir. Alors que je descendais, un garçon de 13 ans dans une chemise ridée a couru vers moi et a tendu un morceau de papier plié. Lisez ceci après la cérémonie. Je l'ai écrit hier soir, mais j'étais trop timide pour le lire en classe. Je l'ai pris, souriant. Souffrayée sur le devant à Blue Ink, Mademoiselle Grace n'est pas comme les autres adultes. Elle ne nous a pas simplement enseigné des trucs. Elle nous a appris à vivre. J'ai plié la note et je l'ai glissée dans ma poche. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement rassasié. Pas parce que j'avais plus que quiconque, mais parce que je ne vivais plus comme si je manquais quelque chose. Je ne sais pas où vous écoutez cette histoire de votre matin. Été négligé. De redécouvrir qui nous sommes. Et si cette histoire touchait quelque chose en vous, suivez la chaîne parce que nous continuerons à raconter des histoires comme celle-ci. Des histoires sur la famille, sur les choix, sur ceux qui ont déjà enduré tranquillement, puis ont monté avec brio. Parce que parfois les histoires les plus vraies ne sont pas censées être racontées. Ils sont censés être vécus d'une manière qui est entièrement vôtre.